Salut Emilio, Bonjour, bonjour. comment ça va? Mais très bien, très bien. Extra. Ça me fait plaisir qu'on se revoie dans un autre décor, un peu Ouais, plus cool. Là, C'est feutré ici. on peut remercier c'est Swiss Rock Studio à Yverdon qui nous met ce joli décor à disposition. Donc voilà, et aujourd'hui, le thème c'est les deux objets de votation en relation avec l'assurance maladie. Oui. Donc il y a lutter contre la hausse des taux de 10%. Je vais juste aller chercher mes... Voilà, alors il y a l'initiative populaire, maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance maladie. Mhm. Et la seconde, qui je crois vient de ton parti, Exactement. voilà, qui est l'initiative pour un frein au coût. Oui. Donc voilà, l'idée c'est qu'on parle un petit peu de ces deux objets, et voilà, qu'on débatte, qu'on voie, qu'on essaie de comprendre un peu mieux en quoi ça consiste. Mhm. Alors, on va juste reprendre, c'est le contexte actuel. Donc, le contexte, c'est une hausse des primes d'assurance maladie obligatoire depuis une dizaine d'années. Le quart des assurés bénéficient d'une réduction des primes financières par la Confédération et les cantons. La Confédération adapte automatiquement sa contribution, mais en revanche, les cantons ne le font pas automatiquement. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est par rapport au maximum de 10%. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'initiative, elle dit pas plus de 10% du revenu disponible. Donc, moi, je suppose que ça doit être le revenu net, mais j'ai cru comprendre que c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a des manières de calcul et on n'a pas encore Oui, puis figé. puis après, chaque canton a son modèle de calcul qui lui est propre. D'accord. Donc, je suis jamais allé non plus très, très, très dans la technique. Ok, ouais. Mais en gros, c'est ça. C'est 10% du revenu qui doivent être pris en compte. Ok, très bien. Et que la Confédération et les cantons assument une plus grande partie et la Confédération prenne en charge les 2/3 du financement. Le montant est de quelques milliards. Donc moi, je me suis amusé à faire 2-3 petits calculs avec ces milliards. Je me suis dit, c'est chouette, on a des mots, mais on n'a pas de chiffres. Et puis, je suis allé chercher un peu des chiffres. Donc, c'est les chiffres que j'ai repris dans ce bouquin. Donc, on verra si je suis dans le juste ou dans le faux. Après, là-dessus, qu'est-ce que toi, tu penses de cette initiative dont peut-être... est-ce qu'elle l'amène à régler un petit peu une problématique sur la hausse des coûts ou pas forcément? J'aimerais bien avoir en fait ton avis là-dessus. Alors, mon premier avis déjà, c'est que la MAL, c'est quelque chose qui est fédéral, qui est une assurance obligatoire pour toute la Suisse, mais c'est vrai que le mode de fonctionnement est plutôt cantonal. On a un système fédéral où chaque canton doit organiser le système d'assurance maladie. D'ailleurs, les cantons participent à tout ce qui est frais d'hospitalisation, et donc chaque canton a son système qui lui est propre. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque habitant a une prime maladie en fonction de son canton. Et donc, ce qui nous amène à avoir des cantons comme le canton de Vaud qui a déjà mis en place ce système des 10%. Dans le canton de Vaud, tout contribuable, tout citoyen vaudois qui voit ses primes augmenter de plus de 10% de son revenu, peut avoir une contribution, une aide cantonale par rapport à l'assurance maladie. Et donc, ça, c'est propre au canton de Vaud. Donc, la première remarque que je peux faire par rapport à cette initiative, c'est que on aurait pu imaginer que c'est de la compétence des cantons et que chaque canton pouvait, à son bon vouloir ou bon vouloir des habitants du canton, mettre en place ce système ou pas. Alors il y a les gens comme moi qui pensent qu'effectivement les cantons sont plus ou moins autonomes. On est dans une confédération, les cantons doivent organiser leur organisation, et d'autres personnes qui disent non, c'est plutôt fédéral, il faut que ce soit, ils montent depuis Berne qui doivent se décider. Donc c'est vraiment une philosophie qu'on retrouve dans beaucoup d'objets de vote, où est-ce que c'est plutôt Berne, est-ce que c'est plutôt une tâche des cantons. On a un principe en Suisse qui dit qu'on est dans le système de subsidiarité. Dans l'idée, c'est qu'on essaie de redescendre au plus bas possible la responsabilité. C'est-à-dire que si, je donne un exemple, si on doit s'occuper des fontaines publiques dans un village, c'est au village de s'en occuper, c'est ni au canton ni à la confédération. D'accord. Et donc c'est déjà ma première remarque. Ensuite, tu parlais de est-ce qu'on règle des problèmes? Non, on ne règle pas de problème de coût de la santé, puisque en fait on dit juste qu'on va répartir différemment le paiement. Le budget de la santé, je crois qu'il doit aussi autour des 80-90 millions
milliards, je veux dire, Milliards. 80 ou 90 milliards, sauf erreur. Pour la Suisse, c'est 90 milliards. 90 milliards, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, que tu les payes sur tes primes, que ce soit le canton qui les paye ou la confédération, à la fin, c'est 100% le contribuable. Oui. Puisque ce que tu ne payes pas en prime, tu vas le payer à travers le canton ou la confédération. Donc, bon, on ne règle pas le problème de coût, on fait juste que de dire dans quel pot on prend. Ouais. Mais quand on dit que c'est la confédération qui va payer ou le canton, ben, c'est nos impôts. Donc, on ne va pas régler le problème des coûts. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que ça va même empirer, parce que ce qui sensibilise les gens, c'est quand on nous annonce une hausse des coûts de 5%, 6%, 8%, eh ben ça sensibilise par rapport au fait qu'il y a des gens qui ne pourront pas absorber cette augmentation. Ouais. Et donc, on doit, depuis des années, réfléchir, mais comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir autant d'augmentation? Ouais. Si demain, on dit que ceux qui ne peuvent pas payer, c'est pas grave, c'est la confédération qui va payer, là, c'est open bar. Voilà. Parce qu'on peut se dire, oh, ok, bon, on met 10% de plus, ceux qui ne peuvent pas les payer, de toute façon, ce sera l'État qui va payer. C'est la 13e rente AVS. Ouais, voilà. Voilà. Mais, Donc ça me pose un vrai problème, en fait. D'accord. Parce que ça va, non seulement ça va pas régler le problème des coûts de la santé, mais j'ai même peur que... En fait, ça nous, ça nous déresponsabilise par rapport à ça. Complètement. Et qu'on ne regarde même pas. Ouais. Bah, voilà, si un ménage a 10 000 francs de revenus et qu'une famille de 2 enfants, bah, ils ont plus de 1 000 francs de prime maladie, une fois qu'ils ont atteint ce seuil, bah, après ils s'en fichent des augmentations chaque année. Tout à fait, ouais. Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est l'État qui va payer la différence. Exactement. Et moi, j'ai une question par rapport au contre-projet aussi. Je vais juste lire en vitesse, j'ai fait un petit résumé. Le Conseil fédéral et le Parlement s'opposent à l'initiative. Voilà. Après, j'ai aussi une autre question. Tu pourras me répondre. Mais on va y aller là-dessus. Il propose un contre-projet qui obligerait les cantons à adapter automatiquement leurs contributions financières en fonction de la hausse des assurances obligatoires. Cela représente au moins, et c'est écrit dans notre petit livre rouge là, au moins pour les cantons 360 millions. Tandis que rien ne changerait pour la Confédération. Ce qui veut dire que rien ne changerait pour la Confédération, ça veut dire qu'elle continuerait à adapter automatiquement ses contributions pour justement limiter la hausse. Mais j'ai fait mes petits calculs avec ces 360 millions sur le budget d'un canton. Si on prend le budget du canton de Vaud, c'est 11 milliards. 11 milliards, d'accord. Ensuite, c'était 800 millions pour la santé, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Okay. Je ne vais pas te dire de bêtises. D'accord. Donc, budget du canton, on est à... En fait, ce n'est pas très important de savoir le budget du canton. Mais si on fait un petit calcul, on a 23 cantons. D'accord. Oui. Les 6 demi-cantons, j'ai... Ouais. Et comme ça, j'ai fait 23 fois 360 millions. Et j'arrive à 8,2 milliards sur la Suisse. Est-ce que c'est pas 323 millions divisé par les 26 cantons? Non, c'est par canton. J'ai un doute quand même sur ce chiffre, cher ami. T'as un doute? J'ai un doute. Je vais regarder, parce que c'est ce que j'ai compris du moins. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce contre-projet, en fait, pousse les cantons à en faire un peu plus. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le canton de Vaud n'est pas forcément énormément touché, puisqu'on a déjà ce système qui est mis en place avec ces 10%, où chaque année, le canton met un peu plus sur la table, parce que voilà, il y a plus de démographie. Et donc, d'autres cantons qui ne font pas cet effort seraient obligés de faire un peu plus d'efforts sur la réduction des primes pour les contribuables. Donc, si on prendrait le canton de Vaud, il n'y a pas un gros impact, en fait. Ni dans un sens, ni dans un autre. D'accord. Qu'on vote oui à l'initiative ou qu'on vote oui ou non avec le contre-projet, il n'y aurait pas une grande différence. Parce que si les 10% passent pour le canton de Vaud, on l'a déjà dans le canton de Vaud. Peut-être même, certains même disent que si ça passe, cette initiative, le canton de Vaud devrait toucher de l'argent de la Confédération. Donc le canton de Vaud serait gagnant avec cette initiative. Mais c'est hypothétique encore, c'est pas certain en fonction du mode de financement. Alors je te remercie pour ta précision, parce que je suis passé à travers. C'est le coût pour les cantons augmenterait d'au moins 360 millions de francs. Tandis que... C'est ça. Donc là, ça veut dire ça serait sur la répartition de tous les cantons. Voilà, exactement. D'accord. Parce que j'avais aussi une petite... il y avait quelque chose qui me semblait bizarre après, sur une projection de hausse des coûts. Ouais. Après, j'imagine que des petits cantons comme Nidwald auront 1 million de plus, et puis des cantons comme Zurich, tout à fait. Ce sera plutôt 20 millions, 30 millions. Okay. Mais disons que ce contre-projet, c'est... encore une fois, c'est juste une question de pot, en fait. Oui. Moi, j'ai une question aussi, c'est quand on va voter. Si on se dit, alors oui à l'initiative, ou non à l'initiative, ou alors ni l'un ni l'autre. On va voter blanc, ce qui est rare. Ouais. Parce que là, en fait, on est obligé de faire un choix.
Parce que quand on lit, par exemple, le contre-projet, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire contre-projet indirect? Et il y a une question de contre-projet indirect ou direct, c'est toujours une source de confusion, et même des fois, moi, je dois me replonger, mais sauf erreur, pour les 2 objets de vote qu'on a cette année, c'est des contre-projets indirects. Ça veut dire que le Parlement a proposé un contre-projet à l'initiative, en disant, voilà, l'initiative, elle ne nous plaît pas, je vous propose ça, mais on ne va pas la faire voter aux gens, parce qu'ils l'ont votée entre eux, elle a été acceptée entre eux. Donc en gros, si l'initiative ne passe pas, c'est le contre-projet qui passe automatiquement. Exactement. Par contre, il y a un droit de référendum dessus. Voilà. Un contre-projet direct, j'espère que je ne dis pas des bêtises, et le contre-projet direct, c'est de dire, ok, l'initiative, elle dit ça, nous, on vous propose ça, puis on va demander aux gens l'un ou l'autre. D'accord. Donc je pense que tu dis pas de bêtises, parce que en bas, c'est écrit le contre-projet entrera en vigueur Voilà, si l'initiative est rejetée et qu'aucun référendum c'est ça. n'aboutit. C'est-à-dire que le Parlement a voté ce contre-projet, mais il est en attente de savoir si l'initiative passe ou pas. D'accord. Puis si l'initiative passe pas, et ben pouf, le contre-projet passe, sauf si des gens disent non, ce contre-projet, on n'en veut pas. Puis on fait un référendum et on refait voter les gens. La différence, c'est que l'initiative, on a besoin d'une double majorité, alors que le référendum, pas. D'accord. Et donc, si on fait un petit résumé de si on vote oui dans le canton de Vaud, l'impact sur le canton, enfin, ne serait pas énorme, vu qu'on a déjà cette limite de 10%. À la limite même, le canton va peut-être recevoir de l'argent de la Confédération. Voilà. Donc Ok. voilà. Et tandis que si on vote non, Si on vote non, il y aurait ce contre-projet qui viendrait. voilà, mais qui ne changerait non plus rien, À mon étant avis. donné que le canton de Vaud Est très actif déjà est très là-dessus. actif là-dessus. Donc, D'accord. je pense que cette initiative n'aura pas d'impact sur le canton de Vaud, Ok. honnêtement. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Ah oui, par contre, si l'initiative passe, ça aura des impacts sur les finances fédérales. Et donc, à un moment donné, tu parlais de la 13e ronde, à force de tirer Oui. sur la corde, eh ben, la TVA, l'IFD, des choses comme ça Voilà. pourraient être impactées par Exactement. le oui. Parce qu'on parle de 2 tiers, et puis ça, c'est noté dans l'initiative. Ah En oui, fait, oui, clairement. Ils désirent que la Confédération prenne en charge les 2 tiers. Voilà, c'est ça. Et ça, Puis, c'est puis cet argent, il faut bien faut le le chercher. financer. C'est ça. tout à fait. Et donc, ce sera au détriment d'autres choses, ou alors à payer plus de taxes. Encore une fois, l'argent qui est donné par l'État, c'est notre argent à nous. Voilà. C'est notre épargne qui Ouais. est là, et donc qui sert à un pot commun, et donc il n'est pas extensible. D'accord. Je vais juste noter, j'avais noté 2-3 questions, genre le pourcentage des Vaudois qui disposaient de cette aide, et je crois que ça doit être aussi autour des 25%. Ah, plus que ça maintenant. Plus que ça maintenant. Oui, je crois qu'on est autour des 35, 38, D'accord. comme ça de tête. Ok. Donc là, on se rend quand même compte que d'un point de vue hausse il faut freiner la hausse, parce Oui, que oui. personne n'arrive Non. à la gérer. Non. Et il y a un autre problème sous-jacent qui est à mon sens plus grave, et j'en ai parlé une fois lors d'un débat avec des initiants. Non seulement cette initiative ne s'attaque pas au coût, mais elle ne s'attaque pas non plus à la médecine, aux soins à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leurs primes, et à qui on soutient parce qu'il y a cette fameuse barrière des 10% dans le canton de Vaud. Et le problème, c'est que c'est ces mêmes gens en fait, qui ne vont pas se soigner. Il y a des statistiques qui montrent depuis 20 ans que un quart de la population a renoncé à aller chez le médecin au moins une fois dans l'année pour des questions financières. Financière, ouais. Et puis, moi, je pense que... Enfin, je prends un cas qui est le mien. Souvent, on se dit, on va mettre une grosse franchise. Comme ça, on est tranquille, on paye peu de primes. Mais en fait, c'est un petit peu une trappe. Parce que on va en fait tout financer de notre poche. C'est ça. Parce qu'avoir plus de 2500 francs, si on prend la franchise maxi, c'est quand même compliqué par an. Donc en fait, ça veut dire qu'on va juste payer une prime, mais on en aura rarement besoin, je pense. Mhm. Du moins, si je prends mon cas, Oui, c'est oui. ça. Et il y a beaucoup de règles. Et par exemple, moi, j'ai appelé ma caisse maladie et je lui ai dit, et puis après, j'ai demandé au médecin en fait, qui m'envoie directement les factures sans passer par ma caisse, parce que de toute façon, je n'atteindrai pas Ta franchise. ma franchise, et que sinon je pouvais être mal noté parce que je respectais pas en fait un des systèmes où on nous oriente en Oui, médecin oui, et oui. autres. Et donc je me suis dit autant que je les paye tout de suite et puis j'ai pas de malus exactement. Donc voilà. Mais et puis, il y a un truc qui est très grave avec ce système qui est un peu perverti, c'est que une fois on avait parlé des check-up santé. Oui. Aujourd'hui, si on prend quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, qui peine à payer ses primes, va mettre sa franchise tout en haut, et il devrait, vu son âge, faire des check-up santé. Mhm. De dire d'aller chez le médecin, de faire un contrôle complet, cardiaque, santé bilan, tout ça.
Mais le problème, c'est que ça coûte vite plusieurs centaines de francs, si c'est pas plus. Et cette personne va se dire, j'ai pas les moyens, donc je vais pas faire un contrôle. Ouais. Le problème, c'est qu'en ayant fait le contrôle, on aurait peut-être décelé des petites choses qui auraient fait que la personne aurait changé un peu son mode de vie, ou peu importe. Le fait de ne pas faire ce check-up santé pour des raisons financières va faire que dans les années vont passer. Ce qui aurait été un petit problème de santé bénin va devenir un problème compliqué. Et au lieu de... Je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui a un peu de cholestérol, qui doit faire attention au niveau de son alimentation. En changeant son alimentation, on règle le problème. On est sur une politique de santé. Sans faire ce check-up, tout d'un coup, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, on se rend compte que la personne, elle a fait un infarctus, ou alors qu'il y a du diabète, et du coup, les frais explosent autour de cette personne-là. Et donc, je pense que nous, en Suisse, on a un problème de politique autour de la santé. On est plutôt à dire quels sont les coûts des soins au lieu de parler des coûts de la santé. Et du coup, en fait, on devrait changer notre manière de faire en disant non, il faut qu'on axe sur la santé et que les personnes puissent rester en bonne santé le plus longtemps possible, plutôt que d'attendre qu'elles soient malades et puis après qu'on doit traiter des soins. Et là, parce que le problème en Suisse, on est très mauvais élèves là-dessus et ça nous coûte des milliards. Et donc, et justement, là, on va pouvoir passer à la deuxième initiative. C'est pour le frein au coût. Oui. Je pense qu'elle te plaît, celle-ci. Ah, celle-là, moi, je suis au taquet. Moi, je la trouve bien. Enfin, je la trouve bien. On s'en fiche de ce que je pense. Mais la chose, elle est que j'ai quand même passablement de questions. Parce qu'on voit... donc là, j'ai juste fait copier-coller sur admin.ch. Je n'ai pas pris le temps de réécrire. Mais on voit que c'est ce qu'on avait traité dans nos précédents podcasts. Donc, depuis 1996, on a une assurance maladie obligatoire qui augmente chaque année, due à différentes choses. Au vieillissement de la population, les nouvelles méthodes de traitement, les nouveaux médicaments, ainsi que des utilisations plus fréquentes. Et de mauvaises incitations, et des structures inefficaces expliquent aussi cette augmentation. Donc l'initiative, en fait, elle entend mettre en place un frein au coût. L'augmentation des coûts de l'assurance maladie obligatoire ne pourra plus dépasser une valeur maximale qui serait déterminée en fonction de l'évolution des salaires et de la croissance économique. La Confédération devra prendre les mesures avec les cantons, les assureurs maladie et les prestataires afin que cette augmentation reste dans les limites convenues. L'initiative ne précise pas comment seront calculées l'évolution des salaires et la croissance économique, ni quelles seront les mesures à prendre, et le Parlement devra le faire au niveau de la loi. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on amène un principe. Sur la Constitution. Voilà, il n'y a pas de cadre. Non, c'est un peu comme le frein à l'endettement, exactement, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Et ensuite, on se dit, le Parlement, lui, va définir d'une loi, ou dans la loi, les moyens. Voilà, quels sont les meilleurs moyens à mettre à disposition. C'était un des arguments principaux des opposants, en disant « Ouais, mais on ne sait pas trop. » Effectivement, avant de parler des symptômes, si on parle juste vraiment du cadre de cette initiative, c'est un peu comme l'idée du frein à l'endettement de la Confédération. C'est posé noir sur blanc sur la Constitution, et après, c'est au gouvernement et au Parlement de mettre les curseurs là où ils veulent pour garantir que l'État ne s'endette pas plus que les charges ne dépassent pas les revenus. Et ce principe qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années a fait ses preuves, puisqu'on est un des États les moins endettés au monde. Sauf erreur, on est entre 15 et 28% d'endettement entre les années, enfin ça dépend des années. Mais gros, on est moins de 30% d'endettement du PIB. Il faut juste se rappeler que la France, c'est à 100%, les États-Unis, je ne sais même plus. Le Japon, c'est 300% d'endettement. La Suisse, on est à moins de 30%. Grâce à cette idée selon laquelle on dit, OK, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça, c'est le principe de base. Et ensuite, chaque année, effectivement, la Confédération, Mme Keller-Souter dit, là, cette année, le budget, il est là, il faut qu'on gratte là. Parce qu'il y a ce principe qui a été mis en place. Cette initiative dit la même chose, en disant, oui, on a un paquet, vous parlez des 90 milliards. L'année prochaine, les gens vont avoir que 2% d'augmentation de salaire. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 4% d'augmentation de charges de santé. Ouais. Et donc, l'idée, c'est au Parlement de se mettre autour de la table et de discuter et trouver les solutions techniques
qui vont régler ça. Et on peut pas le mettre dans une constitution. C'est trop rigide. On la met aujourd'hui, mais dans 10 ans, la santé sera différente, les outils seront différents, le vieillissement de la population sera différent. Donc il est normal que dans une constitution, on mette un principe de base, un peu comme on parlait de l'initiative tout à l'heure qui parlait des 10%. Ouais. Mais après, c'est à la Confédération et au canton de mettre en application. Là, c'est pareil, c'est à la Confédération de mettre en application. Mais pour comprendre cette initiative, il faut déjà partir du diagnostic. Et le diagnostic, c'est que chaque année, les coûts explosent. Chaque année, on nous explique qu'il y a des solutions. Chaque partie prenante vient avec des idées magnifiques. Mais quand il faut commencer à réformer, quand il faut commencer à mettre en place, là, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Hein, c'est un peu le... on se renvoie un peu la balle, on se dit oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et il y a des solutions qui existent aujourd'hui, elles sont magnifiques. Il y a l'intégration des soins, il y a le dossier électronique du patient, il y a les génériques. On sait là où il faut attaquer. Depuis 15 ans, on sait. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu, entre guillemets, pas sourire, mais je comprends que les nouveaux traitements ou que l'avancée dans la médecine, ça coûte cher. Oui. Mais je me demande à quel moment, en fait, où on va gagner en rentabilité. Parce que le but, quand on a une évolution, c'est ça. C'est oui, on peut aller chercher plus loin. Donc ça va coûter. Parce que c'est, entre guillemets, du R&D. On va aller rechercher des nouvelles maladies et tout ça. Donc là, ça coûte. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est standard, tout ce qui existe depuis des années, pourquoi on n'arrive pas à réduire ses coûts? Oui, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que la courbe d'expérience, c'est une réalité. On achète un scanner, ça coûte un max, mais au bout de X temps d'années, il est amorti et puis on devrait coûter moins cher. Sauf que non. C'est un peu le principe du charbon. Je fais une digression. Quand on est en révolution industrielle et on a commencé à prendre du charbon pour nos usines, pour produire du textile, des choses comme ça, chaque année, on amenait une évolution technologique qui faisait qu'on consommait moins de charbon. Donc je disais, c'est génial, cette nouvelle machine. Hein, je venais vers toi, je te vends une machine et je te dis, grâce à cette nouvelle machine, tu consommeras moins de charbon. Et toi, tu dis, c'est génial. Puis le problème, c'est que tu achètes cette machine, tout d'un coup, c'est plus rentable. Tu gagnes plus d'argent. Puis au lieu de consommer moins de charbon, tu vas t'acheter une deuxième machine, une troisième machine, et à la fin de l'année, tu auras consommé plus de charbon qu'avec ton ancienne machine. C'est ce qui se passe actuellement avec les antennes 5G. Quand on est venu avec les antennes 5G, on s'est dit, grâce à ça, il y aura plus de bandes passantes. Du coup, il y aura, ça répondra à une demande. Sauf que elle est tellement puissante, cette antenne 5G, c'est qu'il y a plein d'appareils qui sont venus se rajouter. Et du coup, maintenant, on a besoin de plus d'antennes 5G. D'accord. Et donc, avec la santé, c'est le même effet. J'achète un scanner qui me coûte très cher. C'est tellement rentable que mon voisin à côté, il en met aussi un. Puis l'autre voisin, il en met aussi un. Et on se retrouve avec la région lémanique où il y a le plus d'appareils scanner, IRM et tout ça, je ne sais plus comment on appelle ça, de manière générique. Et on se retrouve avec le plus d'appareils techniques par kilomètre carré au monde. Okay. Et du coup, ça fait appel d'air. Parce que tous ces gens qui ont tous ces magnifiques scanners, il faut bien qu'ils les fassent tourner. Il faut les faire tourner, c'est clair, ouais. Et du coup, on a ce sentiment que quand il y a un scanner qui arrive, il y a beaucoup plus d'IRM du genou. Ouais. Et donc, il y a un gros problème là-dessus. Parce que comme il y a l'appareil qui est là, l'offre elle est là, et du coup il faut créer la demande. Et là on n'a plus des patients, on commence à avoir des clients. Tout à fait, ouais. Et donc on commence à discuter avec les médecins en disant on a un nouveau centre, on vous fait des ristournes. Il y a eu, j'invente rien, il y a eu des reportages ces dernières années où on se demande s'il n'y a pas une espèce de discussion entre des praticiens en disant monsieur vous avez un peu de soucis au genou, dans le doute il faudrait quand même faire un petit IRM. Est-ce qu'il y avait besoin de le faire ou pas? Le résultat, c'est que les coûts de la santé explosent. D'accord. Et il y a une enquête très sérieuse de l'OFS qui est sortie, où on explique les coûts de la santé, et les gens ont vite tendance à dire la population vieillit, donc c'est à cause de ça. Et pas tant que ça, en fait. D'accord. La réalité, c'est que l'avieillissement de la population, c'est une partie du problème, mais pas que, et largement pas... Parce que là, on nous en parle beaucoup, du vieillissement de la population, oui, dans toutes les causes d'augmentation. C'est ça, mais en fait, non. Oui, un petit peu. Mais mis bout à bout, c'est qu'une petite partie sur ensemble. C'est bien pour ça que le système, il est très compliqué à réformer, parce que c'est un tout. Il y a le vieillissement de la population, il y a le fait que les gens ne prennent pas de générique, il y a le fait qu'il y a trop d'appareils de type IRM scanner, il y a le fait qu'il y a des nouvelles technologies qui viennent qui coûtent cher, des nouveaux traitements, il y a le fait qu'on n'a pas le dossier électronique des patients, donc ça veut dire qu'une même personne va faire trois
analyses différentes pour le même contrôle, parce qu'il va chez son médecin généraliste, après il va chez un spécialiste, après il va à l'hôpital, et on double, on triple les... Et quand on change d'hôpital, eh ben, on repart à zéro. On repart à zéro. Parce qu'il n'y a pas le dossier électronique du patient. Exactement, Et ouais. pourtant, ça fait 10 ans qu'on nous en parle, c'est magique. Les génériques, la Suisse est le pays qui utilise le moins de génériques de toute l'Europe. Pourquoi ? On a les moyens. Non, je rigole. Mais oui, non, mais c'est fou. Donc les opposants à cette initiative nous disent que c'est trop vague et qu'on ne marque pas ce qu'on veut faire, mais les solutions, elles existent, elles sont sur la table. D'ailleurs, certains opposants le disent, cette initiative ne sert à rien, il faut aller dans les solutions et pas être dogmatique. Mais les solutions, on voit que s'il n'y a pas une épée de Damoclès dessus, s'il n'y a pas une contrainte, ces solutions ne sont pas appliquées. D'accord. Ok. Et puis moi, je trouve que c'est très bien, après, justement, dans cette initiative, c'est que si 2 ans après l'acceptation de l'initiative, l'augmentation des coûts est supérieure de plus de 20% à celle des salaires et que les partenaires tarifaires n'ont pas engagé d'action pour la ralentir, la Confédération et les cantons prendront les mesures visant à maîtriser les coûts. Oui. Donc là, c'est bien, mais il y a juste un petit mot qui me titille, c'est plus de 20% et que les prestataires n'aient pas engagé d'action. C'est ça. Ce qui veut dire que s'ils ont engagé des actions, mais qu'on a quand même une hausse supérieure à 20%, on n'implique pas la Confédération. C'est à l'envers. On constate des hausses, les prestataires se réunissent et ils disent « Ok, on va mettre ça comme moyen ». S'ils arrivent à prouver que leur moyen va avoir un effet sur la hausse, la Confédération dit « Ok, vous avez fait le job ». On fait confiance. On n'a encore jamais fait ça. Hein. Ouais. Donc, il y a un gros problème. Donc, effectivement, c'est ça. Mais par contre, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et que ça explose. Typiquement, ça peut être des trucs tout bêtes. Hein. On parlait de la courbe d'expérience. Les prestataires se réunissent et ils disent « Ok, alors nous, ceux qui avons des appareils IRM et tout depuis 20 ans, qu'on facture le même tarif qu'il y a 20 ans, l'année prochaine, on peut faire une réduction de 5% de nos coûts. Hein. Ouais. Parce qu'on travaille sur l'efficience. On va gratter un peu par-ci, un peu gratter par-là. Pareil pour un médecin spécialiste. Il disait, OK, moi je facture tout le temps, tous les jours, 1000 francs la demi-heure. OK, je peux faire un petit 5% de rabais. Ouais, exactement. Mais après, justement, aujourd'hui, si on voit les études et tout ça, il y a beaucoup plus de médecins en fait qui se spécialisent. Bien sûr. Pas du gain, mais par, je pense, on est humain. Puis on se dit, si je peux faire le même travail avec une année d'études en plus et puis gagner 2 fois la somme, je vais faire l'année d'études en plus. Oui, puis après, il y a des spécialisations que les gens sont passionnés. Hein. Ce qui est judicieux, je trouve. Ouais. Enfin, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Non plus. Mais par contre, c'est le royaume du libéralisme. J'ai noté ça plus bas parce que moi, ça m'a fait un petit peu rire. C'est que, en fait, on voit qu'il n'y a aucun cadre dans les coûts de la santé. Non, rien. C'est les gens, exactement, ils mettent ce qu'ils veulent. Et après, entre guillemets, c'est la concurrence, mais c'est pas la concurrence parce que on va souvent aller chez celui qu'on nous conseille ou qu'on nous recommande. Bien sûr. Et donc, en fait, après, j'ai trouvé ça assez fabuleux. Quoi. On a des praticiens qui gagnent 15 000 francs par jour. Ouais. Parce que c'était des technologies qui étaient utilisées il y a 10 ans, sur les tarifs. Aujourd'hui, au lieu de mettre 2 heures, ils mettent plus que 20 minutes et ils gardent les mêmes tarifs. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, le libéralisme, ça me fait marrer, quoi. Ouais. Et le problème qu'on a avec ça, parce qu'il faut bien se dire, OK, on va où avec ça ? C'est que si cette initiative ne passe pas, parce que probablement, comme toute initiative, c'est difficile à passer, parce qu'il y a la double majorité et tout, on va continuer à tirer sur la corde. Et la prochaine fois qu'on aura une initiative sur la table de type caisse unique, ou de type tout casser, tout brûler, cette fois, les gens vont dire oui. Parce qu'à force de tirer sur la corde, les gens, ils en ont marre au bout d'un moment. Et est-ce que la caisse unique, ça serait pas une des meilleures solutions ? J'en sais rien, mais peut-être que les gens vont se dire oui, parce que c'est le peuple qui est souverain. Puis jusqu'à présent, ils ont toujours dit non, mais peut-être qu'un jour, ils vont dire oui. Ouais. Et donc... Après, moi, je pense que ça serait intéressant, justement, pour chaque citoyen, famille et tout. C'est vraiment de se pencher sur le sujet, même s'il est super barbant, quoi. Enfin, savoir dans quelle caisse d'assurance on va aller, c'est pas intéressant. Ouais. Mais je pense que ça a vraiment un impact sur sur son panier moyen. Ouais. Moi, c'est pour ça que je suis fondamentalement contre l'initiative des 10%, parce que ça va endormir les masses, en fait. Ouais. Et les coûts vont continuer à exploser, et puis ça endort les gens en disant c'est bon, c'est l'État qui paye. Et cette semaine, j'ai fait justement j'ai assisté à 2-3 représentations, conférences dans le domaine
financiers, assurances et autres. Mhm. Et justement, il disait, ils ont des budgets qui débordent. Et genre, ils proposent des prestations de voyage et tout ça aux gens qui signent le plus d'assurance ou ce genre de choses. Ah, bien sûr. Parce qu'en fait, ils ont vraiment de gros moyens. Et C'est je ça. pense qu'il y aurait une limite à mettre. C'est ça. Parce que j'ai fait 2-3 justement conférences là-dedans et on se rend compte que l'argent n'est vraiment pas le problème. Non, Du non, moins, non. d'un point de vue assurance, Non, non, clairement. courtage, Ça. l'argent Puis- n'est pas le problème. Et puis c'est vrai qu'on a malheureusement, c'est le revers de la médaille, on est un pays qui est très libéral, Mhm. très démocratique, on a un système où la politique est de milice, où on a beaucoup de lobbies, mais au sens noble, c'est-à-dire qu'il y a des lobbies pour des gens qui défendent l'environnement, on a des lobbies pour des gens qui défendent l'éolien, il y a des gens qui défendent l'énergie des panneaux solaires, et il y a aussi des gens qui défendent les cigarettes et des gens qui défendent l'assurance maladie. Et on voit que tous ceux qui défendent le domaine de la santé, le domaine des assurances sont très puissants et ils continuent depuis des années à arroser, pas en termes de liquidité, argent, mais en termes de philosophie libérale, le Parlement, nos élus, en leur expliquant qu'il ne faut surtout pas qu'on commence à mettre des choses de type cette initiative, parce que ça ferait du mal aux patients, parce qu'ils se retrouveraient avec une santé à 2 vitesses. Alors, c'est fondamentalement faux, mais c'est vraiment cet arrosage de lobbying très intensif. Et du coup, les gens, ils vont dire non, en pensant que s'ils disent oui, c'est eux qui vont être les perdants. Ouais. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à Noël, on va de nouveau avoir 6 à 10% d'augmentation. Et l'année prochaine, ce sera pareil. Puis l'année d'après, ce sera pareil. Ok. Je vais juste relire, parce que là on va gentiment terminer. C'est le contre-projet, parce qu'en fait, on Oui. n'en a pas parlé. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative et lui proposent un contre-projet indirect. Donc c'est la même chose qu'avant. Pareil. Ça passe automatiquement si on Oui. refuse. Le projet prévoit que le Conseil fédéral s'entendra avec les acteurs de la santé pour fixer tous les 4 ans une limite à l'augmentation des coûts de l'assurance maladie obligatoire. Si cette augmentation dépasse la valeur convenue, donc là-dessus on n'a de nouveau pas de chiffres, le Conseil fédéral et les cantons devront examiner les mesures correctives à prendre. Le contre-projet entrera en vigueur si l'initiative est rejetée et qu'aucun référendum n'aboutit. Donc là-dessus, il y aurait deux manières je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est qu'on se dit, on vote non, parce que on se dit, on ne veut pas commencer à cadrer tout ça, ou on veut pas... C'est entre guillemets pas un risque, mais c'est... on nous fait peur de perdre quelque chose. Alors que vous prouvez qu'il y a des études, donc je ne t'ai pas demandé lesquelles, mais il y a des études qui prouvent qu'on peut déjà économiser 6 milliards environ dans les frais sans toucher au service. C'est ça. La qualité du service reste la même. C'est ça. On peut faire des économies sans que le patient en pâtisse. Exactement. Donc, moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Et ce qui me fait peur avec le contre-projet, grosso modo, c'est que concrètement, ils vont discuter tous les 4 ans, mais entre deux, on peut nous faire des pics de 15%. Oui, et puis il n'y a pas de contrainte. Même une fois qu'on a discuté, exactement. Les mecs, ils peuvent vous dire, c'est compliqué, vous voyez, vieillissement de la population. Puis ça, on l'a assez vécu, quoi. Ouais, Là, en fait, c'est ça. Il y a assez d'expérience où on sait que... C'est pour ça que le contre-projet n'est pas crédible. Parce que ça fait 20 ans qu'on en parle, qu'ils doivent se mettre autour de la table, qu'ils doivent discuter. Non, c'est mort. Je crois qu'une des choses positives du contre-projet, c'est que ça amène plus de transparence. D'accord. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être mieux voir ce qui se passe dans les coûts. Ouais. Voilà, ça c'est positif. Mais ça s'arrête là. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce qu'encore une fois, on nous ramène ça, je l'ai entendu ces dernières semaines, les coûts de la santé augmentent, c'est parce que la population vieillit. C'est les mêmes partis qui nous disent, mais on peut trouver des économies. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent ça. C'est bon. On ne les croit plus. Voilà, ouais. Et c'est pour ça qu'on a des fêtières comme la Fédération suisse des patients, je ne me rappelle plus de leur nom, qui soutiennent cette initiative. Il y a plusieurs fédérations qui aujourd'hui se mettent derrière nous, mais c'est clair qu'on est seul contre tous. Évidemment, toutes les fédérations possibles et imaginables de prestataires, ils ne vont pas dire oui, donnez-nous un cadre. Voilà. Surtout pas. Non, Surtout pas. Et puis après, ils nous disent que c'est pour le bien des patients. Ouais. Ça fait doucement rigoler. Et encore une fois, ils peuvent se féliciter dans quelques semaines que cette initiative ne pas passer.
mais c'est peut-être leur dernière bouée de sauvetage qu'ils n'ont pas pris et que dans X temps d'années, tout le système va être mis à plat parce qu'on aura trop tiré sur la corde. C'est ça ma plus grande crainte. Bah oui. Et moi, je revenais juste... parce que en fait, c'est très large, en fait, comme vous proposez la chose. Vous dites, on va se fixer sur la hausse des salaires et la hausse du PIB. Et c'est juste. Non, la hausse du salaire et les hausses économiques des primes d'assurance maladie. En gros, on dit, OK, si chaque année, les salaires moyens montent de 2%, voilà. Et ben, au bout de 4 ans, les primes maladie ne devraient pas dépasser les 20% de cette hausse. Tout à fait. Et D'ailleurs, les opposants disent, mais quel rapport entre le salaire et les primes? Ouais. Disons qu'il n'y a pas de corrélation. Parce qu'ils sont sur des moyens techniques. Je peux comprendre l'argument. Ouais. Mais celui qui paye sa prime, lui, il voit ce qu'il augmente, ce qu'il a son salaire à la fin du mois, et il voit ce qu'augmente la prime. Voilà. Elle est là, la corrélation. Exactement. Ni plus ni moins. C'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Mais oui, clairement. Donc c'est de très mauvaise foi que les initiants ont dit, mais il n'y a pas de rapport entre les augmentations de salaire et puis les augmentations de primes. C'est une mauvaise foi terrible. Parce que les gens, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais cette année, je vais me retrouver avec 100 francs d'augmentation de la malle par mois, alors que je n'ai pas 100 francs d'augmentation de salaire en plus. Donc comment je fais pour payer? Donc la corrélation, elle est toute faite pour le patient, consommateur, client, contributeur. Donc voilà, c'est très compliqué. D'accord. En tout cas, je te remercie pour tout cet éclaircissement du moins pour moi. J'ai appris plein de trucs. Merci pour l'invitation, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et puis, t'as vu la finale de la Champions League? Non. J'ai honte. Non, j'avais autre chose. J'ai regardé quoi, 15-20 minutes, je dirais. J'étais en Espagne, en Galice, avec un groupe. Et puis du coup, en Espagne, dans tous les cafés, restaurants, il y a toujours une télé. Voilà, donc, là, on mangeait, puis on regardait un peu. Mais bon, concrètement, j'ai pas vraiment regardé. Ok, d'accord. Mais par contre, j'ai vu, pour ceux que ça intéresse, les débats, la rhétorique et tout ça, je suis tombé hier sur un comment il s'appelle déjà, Victor Ferry. Victor Ferry qui parlait de Mbappé. Tu as vu ça? Je l'ai écouté ce matin en venant. C'est extraordinaire. Il est excellent. Ouais. Et puis Mbappé, il a une rhétorique incroyable. Et oui, on dirait que des fois qu'il est mou quand il parle, mais en fait il est réfléchi. Il est très structuré dans ses pensées et tout. Moi, c'est impressionnant. Je suis très impressionné. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai écouté ça ce matin et j'ai trouvé très fort. Ouais, très très fort. Voilà. Ok. Bon, allez, alors une prochaine fois. Merci bien. Allez, à plus. À plus.